constante évolution vers le meilleur. Un tout quantifié de son mieux pour apprendre la nouveauté sans pour autant délaisser ses traditions. L'homme, cette entité, cet être paradoxal absolu, dont le premier pleur, le premier cri, la première bouffée d'air, la première sensation, le font immerger dans un monde où la nature interagit avec la vie. Cette dernière à son tour le forge avec des manières, des habitudes spécifiques à son gré, des confections de réflexions fantasques, des manies par-ci, des tics par-là. C'est cette même vie qui colorie les pages de nos livres auparavant limpides d'une intensité qui nous est désormais appropriée. C'est cette même vie, cette montagne russe avec ses hauts et ses bas qui se veut différente d'un individu à l'autre, par un environnement totalement hétéroclite, que ce soit sur le plan financier, social, ethnique et bien d'autres. En outre, cette distinction de culture, cette pluralité de coutumes, cette diversité de traits de caractère, cette disconvenance d'analogie, toute cette panoplie de facteurs constituant l'identité de l'être. Une quête d'identité qui permet de s'assumer devant les autres et d'acquérir son autonomie psychique pour pouvoir enfin crier haut et fort sans avoir peur ni honte du regard méprisant des autres. Je suis différent, je suis unique et je suis vraiment bien comme ça. Un bond vers l'épanouissement de l'espèce humaine qui manifeste cette claire différence. Comment dirais-je, un bénéfice du doux agréable choc entre la nature et la vie. Entre la nature et la vie. Cette école où il y a toujours de nouvelles leçons à apprendre, toujours de nouvelles morales à tirer pour perfectionner cette démarche identitaire. Cette démarche identitaire, cette évolution qui fait de ce monde un chef-d'œuvre multicolore invraisemblable, d'une beauté unique tellement que la différence apprend à cohabiter avec la norme, où la préhistoire cohabite avec l'histoire, où l'archaïsme cohabite avec l'innovation, où le rêve cohabite avec le réel, où le parfait n'existe pas, car on avance vers lui à petits pas, où la nature cohabite avec la vie, tout simplement. Croyez-moi, chers opposants, qu'un monde où la norme, la similitude, l'équivalence, la conformité domine serait un monde inintéressant, voire très ennuyeux. Nous aurons les mêmes envies, les mêmes pensées, les mêmes avis, les mêmes goûts, les mêmes états d'âme. Par la suite, à notre plus grand malheur, nous ne pourrons plus toucher au plaisir de l'aventure. Nous ne pourrons plus ressentir tout ce flux d'émotions et de sensations qui nous traversent. Privés serons-nous de ressentir quelconque ressenti à l'égard du monde externe. Nous serons des... Pardon. Je disais que nous ne pouvons plus ressentir quelconque ressenti vis-à-vis au monde externe, vu qu'il suffirait de ne penser qu'à soi-même, plus besoin d'entretenir des relations avec autrui, plus besoin de communiquer, plus besoin de penser au bonheur de l'humanité ou à son bien. Et là, bienvenue à l'épanouissement de l'humanité, l'égoïsme. Par conséquent, nous serons qu'une machine, comme l'avait mentionné notre condamné, qui a bien réalisé que la vie est l'essence de l'existence et que sans elle, mieux vaudrait périr. Mieux vaudrait périr. Je disais que... mieux vaudrait périr, plutôt je dirais, vous serez vraiment, je dirais que sans sensation, vous serez que des robots, je dirais. Alors, si oui, allez-vous toujours vous noyer dans cet océan d'abrutissement? Si oui, vous serez hélas des robots insignifiants, faisant vos adieux à cette touche de particularité qui égayait votre quotidien pour enfin accueillir la morosité qui vous tuera à petit feu. Je suis là, devant vous, moi face à la lumière aveuglante des projecteurs et vous assis dans la semi-pénombre de la salle. Et je peux vous dire que de là, vous n'êtes qu'une seule masse d'adolescents, attentifs ou pas, bâillant à se décrocher la mâchoire, probablement en claquant des dents. Bref, une seule et même masse parfaitement homogène.
Et même si une exception daignerait à hausser la voix ou allumer son téléphone, elle sera peut-être l'objet d'admiration ou sera juste expulsée de la salle. La raison, la charte qui en interdit la juste pensée. Telle est la vie, n'est-ce pas? Une seule norme, un seul navire qui unifie les différences innées. Oui, je suis honorée d'ouvrir notre argutie. Et non, je n'ai pas oublié les formules de politesse. Bonjour à vous, mesdames et messieurs. Confucius a dit, la nature fait les hommes semblables, la vie les rend différents. Cher Confucius, toi qui es né en 551 avant Jésus-Christ et dans la nature a décidé la mort en 479 avant Jésus-Christ, donc contrairement à d'autres, toi philosophe chinois, toi qui as grandi pauvre après l'abandon de ton père, toi qui fondateur du confucianisme, qui est, je vous l'explique à vous, chère audience, la classification verticale de la société. Et je reviens à toi, Confucius, donc fondateur du confucianisme, avec cette constante obstination d'éviter le chaos à ton pays. Si l'idée de formuler une telle citation t'a traversé la tête alors que tu méditais, les yeux clos, la respiration parfaitement maîtrisée sous le dense feuillage d'un arbre batté et appelant mille et une divinités à te donner l'illumination que tu as cru avoir, c'est que tu n'as fait que perdre ton temps et ne voir que le bout de ton nez. Et peut-être que si tu t'étais levé, avais traversé la pinette d'herbe qui te séparait de ton chez-soi, avait écouté ta femme lorsqu'elle se plaignait d'un petit boxeur agité dans son ventre, avait remarqué que la naissance de ton premier fils Kongli était bien pénible, alors que celle de ta fille Kongrao était bien plus facile. Et pas seulement si tu t'étais juste rendu compte de la similitude des mentalités et des modes de vie, alors tu te serais ravisé, tu aurais maudit les mille et une divinités et te serais reconverti. Oh, combien tu aurais rendu service à l'humanité. Mais malheureusement, tu n'as pas eu la bonne prophétie et nous voilà à débattre de ta mauvaise étoile. Néanmoins, je te pardonne, ton époque n'étant pas celle de la science, tu n'aurais pas pu savoir. Je ne pense nullement à t'enfoncer et je peux paraître vraiment parano à te parler ainsi alors que tu n'es plus que poussière dispersée. Mais mon total désaccord, ma volonté intarissable d'éclairer l'humanité ou juste le peu d'audience me foudroyant du regard ou peut-être juste fixant ma chemise froissée ou mon blazer pas assez bleu qui me pousse à passer par la paranoïa et de dire haut et fort que ta citation est bien dépassée et n'est guère valable. Et qu'aujourd'hui, en l'an 2019 après Jésus-Christ, sachant pertinemment que je ne risque pas de me faire exécuter, enfin je l'espère, mes camarades et moi serons votre éclat de lumière sur ce chemin sombre et plein d'embûches. Et avant que mes opposants s'indignent de mes propos comme l'a fait l'Église catholique devant ceux de Galilée, ou qu'ils parlent d'absurdité et de non-conformité, je vous laisse dans le brouillard. Ne paniquez pas, il sera très vite dissipé. Merci. Chers opposants, si vous êtes ici, vous n'êtes pas pour donner la biographie de Confucius, mais débattre son proverbe. Alors, le corps de la nature est un enfant, le corps de l'homme est un enfant de la nature. Le patrimoine génétique humain varie selon ses conditions d'existence, c'est-à-dire que le corps physique de l'homme se transforme selon l'environnement physique et même psychologique dans lequel il évolue. Et en parlant de génétique, très chers opposants, j'aimerais vous poser une petite question. Comment expliquez-vous les changements de comportement et des maladies héréditaires chez l'homme, puisque vous niez le fait que la vie ne rend pas les hommes différents? J'espère que vous puissiez me répondre dans vos prochaines interventions. Passons. Imaginons deux êtres absolument identiques du point de vue physique, ce qui ne peut pas arriver, chacun a son propre information génétique, et qui respiraient chacun une bouffée d'air, même en étant côte à côte. Ce seul geste anodin suffira à les rendre définitivement différents l'un de l'autre, car l'air que l'un et l'autre auraient respiré substantiellement à la base aurait provoqué des réactions différentes dans les deux corps. Ainsi, le clonage parfait est impossible. La plasticité psychologique du corps humain, c'est-à-dire sa capacité d'adaptation aux différents milieux dans lesquels il évolue, on peut citer pour exemple la couleur de peau, la morphologie du squelette, la couleur des yeux. Eh bien, a toutefois ses limites. De ce fait, un environnement malsain, pollué physiquement, mais aussi psychologiquement, la plus petite pensée a un impact sur l'organisme. Chacun de nous, mais vous inclus, chers opposants, peut observer que les émotions produisent des réactions.
psychologique, donc une modification de l'organisme, entraîne une dégradation de la santé du corps et de l'esprit. L'homme n'agit donc pas impunément sur son environnement. Ce qu'il inflige à son milieu, il l'inflige à lui-même, car il modifie la structure même de son patrimoine génétique. Les habitants de l'Himalaya et des Andes ont un patrimoine génétique adapté à l'altitude. Les organismes des Européens qui ont colonisé l'Amérique au XVe siècle avaient cultivé une résistance aux virus qu'ils avaient eux-mêmes développés en Europe. Mais certes, les Américains n'avaient pas cette possibilité de découvrir un tel antivirus et pouvaient mourir de cette maladie, et pouvaient mourir à cause des maladies comme la tuberculose ou la petite vérole. Ainsi, plus notre environnement sera pollué, plus notre organisme se dégradera. Même si pour limiter la casse, il est capable de développer des forces de résistance aux différentes maladies que crée la détérioration de la nature, que crée la détérioration progressive de la nature. Merci. Alors, bonjour à tous. Alors, j'aimerais déjà commencer par te rectifier une chose, Marwa. Alors, le monde que tu as cité n'est pas fantaisie. On vit dans un monde semblable. Regardez-vous juste, tout mignon, portant tous les mêmes lasers et tout. Vous pouvez juste commencer par vous-même. Donc, ne parle pas d'une chose soi-disant fantastique, mais qui existe réellement. Bon, cela d'une part. Alors, tout le monde dit que, tout le monde pense que, tout le monde fait comme ci, tout le monde fait comme ça. Mesdames et messieurs, voici les paroles tant répétées par une société de moutons suivistes, conformistes, mimétistes, où chaque opinion, chaque comportement, chaque attitude ou même sentiment d'un individu est strictement régi par l'influence. Nous nous construisons tous, consciemment ou inconsciemment, dans l'influence du groupe dans lequel nous vivons, ce qui nous rend inévitablement conformes au modèle de société. On ne se rend pas à un entretien sans tenue de pingouin, ou je sais pas moi, dans un mariage en suite et basket, ou au travail en claquettes chaussettes. Et bien sûr, les jeunes se prêtent au jeu en voulant les derniers iPhones de chez Apple, la marque de vêtements X ou Y de tel producteur. D'ailleurs, je ne suis pas devin, néanmoins je sais que la plupart d'entre vous ici ont passé les vacances à découvrir la nouvelle saison sur Fortnite, ou à regarder la nouvelle série sur Netflix, ou à écouter le dernier feed de l'artiste qui d'ailleurs n'était pas fameux, mais bon. Parce qu'au final, on veut ce que tout le monde veut, on fait ce que tout le monde fait. Une seule mode pour tous, une seule tendance, un seul courant. Bon, ça d'un côté. Maintenant, laissez-moi vous illustrer une expérience qui a été réalisée dans le cadre de l'émission Brain Games dans le National Geographic Channel que vous connaissez sûrement. Suivez bien avec moi. Un groupe de complices filmant en caméra cachée est installé dans une salle d'attente. À chaque retentissement d'un bip, le groupe se lève et se rassoit. Tout d'abord, la jeune femme, le cobaye, reste perplexe, mais elle va se conformer aux actions du groupe au bout de seulement 3 sonneries, alors qu'elle ne sait absolument pas pourquoi elle le fait. Elle se met elle aussi à se lever, à se rasseoir avec le reste du groupe. Et attention, ça ne s'arrête pas là, la vidéo prend alors une tournure encore plus hallucinante. Alors, au fur et à mesure, les complices sont appelés un par un et quittent la salle. Ceux qui restent continuent leur manège jusqu'à ce que la femme se retrouve seule, toujours filmée. Et une nouvelle sonnerie retentit, et la femme continue de se lever et de se rasseoir. Et maintenant, que se passerait-il si une nouvelle personne venait sans avoir eu connaissance de l'histoire, me diriez-vous? Eh bien, tout simplement, elle se conformait, elle aussi, aux actions de la jeune femme. Eh bien voilà, par une expérience toute bête, nous pouvons montrer à quel point notre société est conformiste. Et attention, cette dernière n'est pas des moindres. On retrouve l'expérience de H, attention, ASCH, d'Albert Jacquard, la 3e vague, l'effet Barnum et d'autres expériences qui vont dans ce sens. Mais malheureusement, les 20 minutes qui nous sont accordées ne nous permettent même pas de citer le 1 millionième de ces expériences élaborées et qui montrent que ce fameux Confucius avait réellement tort. Tout cela pour dire que nul ne peut nier notre appartenance à une société appréhensive, une société preneuse de l'influence sociale, appréhensive de la diversité. Moi, vous, chers opposants, ainsi que très chère audience, nous tous redoutons notre différence. De ce fait, nous nous trouvons devant l'obligation de nous soumettre à une seule organisation et hiérarchie, faisant de nous tous semblables. Merci. Juste en réponse à ce que mon camarade Ali a dit, il est vrai que nous portons tous la même tenue, donc pour toi on est tous semblables. C'est faux,
car la nature nous a pas créés avec des blazers sur le dos. De 1. L'homme n'est-il que le produit de la société? En effet, elle est évident que sans homme, il n'y a pas de société. L'homme seul ne vaut pas grand-chose. C'est en groupe qu'il a pu survivre et progresser. En effet, l'homme est un être vivant, doué de raison et de langage. Et c'est avant tout un être de culture et social. C'est ce que les différencie aux autres êtres vivants. Mais contrairement aux animaux, l'homme, depuis bien des années, a commencé à s'organiser en société et maintenant à s'institutionnaliser en identité. Puisque l'homme naît au sein d'une famille. Selon Aristote, je cite, celui qui ne veut pas vivre en société ou qui n'a besoin de rien parce qu'il se suffit à lui-même ne fait point partie de l'État. C'est une brute ou un dieu. Fin de citation. Car seul l'homme ne veut pas grand-chose. De nos jours, la société dans laquelle vit l'homme détermine sa façon de penser, détermine ses goûts, détermine ses réactions, et ainsi de suite. Au sein de cette société, c'est-à-dire que la société influence l'homme, comme pour la mode, l'homme doit être habillé comme tout le monde. Si quelqu'un porte un écharpe Gucci, l'autre va porter un écharpe Louis Vuitton, etc. Donc on est différents de base. Et la société insiste l'homme à la consommation par le biais de pub et de promotion. Par exemple, l'alimentation, la nouvelle technologie, comme un nouveau téléphone. Si vous, cher opposant, vous allez acheter un iPhone X, alors nous, on va acheter un Nokia P. C'est fini. Et une nouvelle voiture et le nouveau téléphone ou bien la nouvelle voiture sont lancés sur le marché, la majorité des individus le veulent, car l'homme est un être de désir. Et attention, chacun a son propre désir. Chacun a son propre désir et nos désirs sont tous différents. Vous défendez, vous êtes une contradiction à vos arguments, vous défendez une position et non on défend notre position, donc c'est tout à fait illogique. Et on dirait votre solution est maths, c'est l'ensemble vide. Au sein de cette société, l'homme apprend à devenir soit un bon citoyen, soit un mauvais citoyen, selon sa culture et son éducation. Et le meilleur exemple pour mieux nous illustrer, c'est DTR. Autrement dit, Jack l'Évateur, ou bien en anglais Jack the Ripper. Et le surnom donné à un tueur de série qui était présent dans le district londonien en Whitechapel en 1898. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait, ce Jack the Ripper? Eh ben, il a assassiné 5 femmes. Commençant par sa propre mère. Il a commencé par sa propre mère, mais sa mère l'avait délaissé à l'âge de 8 ans. Il a commencé à prendre de mauvaises habitudes. Comme quoi, l'homme n'est que le produit de la société. Merci. Alors, chers opposants, j'ai une remarque à faire. Comment est-ce que vous savez que Jack the Ripper a assassiné sa belle-mère alors qu'on ne connaît même pas son identité? Je veux juste le savoir. En plus, il a assassiné 5 prostituées, et non sa mère. Ça, d'une part. D'autre part, je dois vous demander... comment ça se fait que vous parlez de Jack the Ripper alors que notre sujet c'est la nature nous crée semblable et que la vie nous différencie? J'aimerais bien savoir. Mais bon, vous ne manquez pas d'audace. Vous êtes vraiment très courageux pour venir jusqu'au pupitre et dire que la nature nous crée semblable et que la vie nous différencie à notre ère. Ça, de 1. De 2, vous devez savoir que la vie nous différencie l'un des autres. Pardon? La vie nous crée semblable et la nature nous crée semblable et la vie nous différencie. C'est ce que vous avancez. Mesdames et messieurs, bonjour.
La similitude des êtres humains par nature n'est qu'illusion et fait simuler en vue de ce que nous révèle la science. Plus exactement, la branche de la biologie et la génétique, qui certifie que personne n'est identique à autrui sur ce plan. Et cela se manifeste clairement dans nos différents groupes sanguins, nos empreintes digitales, ou même les différentes combinaisons de couleurs des cheveux, de la peau et des yeux. Bref, au sein du génome humain, tout est conçu pour être unique et spécial. Et que quelqu'un d'entre vous ose me dire que nous naissons avec des aptitudes semblables. Nous avons tous des capacités innées, mais qui sont différentes. Certaines personnes sont des surdoués, d'autres sont des attardés mentaux. Et il y en a même ceux qui naissent criminels, selon la théorie de Lombroso. Et pour cela, la nature leur a prédisposé des gènes qui augmentent le taux de probabilité qu'ils commettent un crime. Ce qui est le cas du célèbre américain Jordan Brown, qui à l'âge de 11 ans a assassiné sa belle-mère et qui a été identifié comme ayant un allèle ou un gène de criminalité supérieur à la moyenne. Cela n'avait rien à voir avec le milieu dans lequel il vivait. De plus, vous savez aussi bien que moi que la nature a bien gâté le célèbre pianiste Wolfgang Amadeus Mozart, qui composait des chefs-d'œuvre musicaux à l'âge de 11 ans. Ou encore le célèbre mathématicien Ramanujan, qui a développé des équations trigonométriques complexes à l'âge de 6 ans et qui disposait d'un très haut quotient intellectuel dès sa naissance. En revanche, la nature n'a pas été aussi clémente avec ceux atteints de daltonisme, ceux atteints de myopie, d'allocépie. La nature a même privé certaines personnes de faire usage de leurs deux bras ou de leurs deux jambes, et j'en passe, il y a des pires. Et c'est là qu'intervient, mesdames et messieurs, le transhumanisme. Alors, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est que le transhumanisme, sachez tout simplement que c'est un mouvement culturel ou intellectuel selon certains qui prône l'usage des sciences afin d'améliorer nos capacités physiques et mentales. Par exemple, on pourra remplacer la main d'un handicapé par une autre totalement robotisée. Ou même, selon le Steam Call Reports, on pourra avoir recours au transfert génétique interespèces. Par exemple, vous savez très bien que le lézard ou la salamandre a la faculté de régénérer son bras. On pourra alors transférer les caractéristiques du génome du lézard ou de la salamandre à ce même handicapé, afin qu'il puisse lui aussi avoir cette faculté et régénérer son bras. De plus, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que grâce à la science, nous pourrons jouir de l'égalité et de l'équité que la nature n'a pas su nous offrir. Nous pourrons tous être égaux et semblables. Et alors là, nous serons vraiment semblables dans le bon sens du terme. Je doute fort que Confucius, qui vivait à une époque antique, avait en tête tout ce que je viens de citer, ce qui rend sa citation totalement obsolète. Merci. Je vois chez l'opposant que vous n'avez pas encore pu répondre à la question de Hatim. Et que vous vous entêtez toujours pour nous convaincre de cette position, alors que vous êtes vous-même la contradiction de votre position. En plus, l'homme n'est pas un animal, il est bien plus paradoxal que cela. Alors, je crois que ton intervention est juste en quelque sorte insignifiante. J'avais dit que la nature agit tout en coordonnant avec la vie. Ceci dit, pour ceci, il y a des ressemblances assez flagrantes qui nous unissent tous. Toi, moi, nous, vous, ce que la nature a bien fait d'entretenir. Tout d'abord, nous venons tous de la même planète, la Terre. Nous appartenons tous à la même race, l'espèce humaine. Nous avons tous connu la joie, l'émotion, l'affection, le bonheur à l'entente de toutes bonnes nouvelles. La peur s'entoure nous a touchés également dans un moment de panique, de même la tristesse à l'entente de quelconque tragédie. Des sensations que chacun de nous éprouve, n'importe son identité, je dirais plutôt son appartenance, sa couleur de peau et bien d'autres. Je trouve aussi que le plus fort point commun, le meilleur qui nous unisse tous ici, est d'avoir ce but précis, qui n'est autre que vivre une vie digne d'être vécue, vivre une vie dont on serait d'un vécu ou dont je serais fier d'en parler aux autres, et non pas une vie juste pour exister, c'est une vie que vous acceptez clairement chez Opposant. Merci. Petite rectification, je n'ai pas dit j'achète un iPhone X, je n'ai pas les moyens, je t'assure. Mais j'ai dit on veut un iPhone X. Il y a une grande différence entre le désir et le fait de réaliser la chose. De plus, je pense qu'il y a une légère contradiction entre ce que vous défendez, ce que vous dites.
Si c'est comme ça, alors vous pouvez vous joindre à nous, on vous fera de la place, ne vous inquiétez pas. Bon, ça d'une part. Tout être différent, sortant de la norme, est considéré comme fou. Chère audience, c'est par ces mots qu'Éric Cantona décrit la société dans laquelle nous vivons. Une société hideuse qui bannit tout signe de différence. Une société où l'on condamne chaque homme différent au rejet, à l'indignation et à la discrimination. D'ailleurs, pourquoi avoir violé la jeune fille Zineb de 26 ans dans un bus à Casablanca? Parce qu'elle souffrait de troubles mentaux. Pourquoi s'être moqué du jeune homme habillé en femme le jour de l'an à Marrakech? Parce qu'il est travesti. Pourquoi avoir bombardé Bilal Hassani d'insultes? Eh bien parce qu'il affiche son homosexualité. Pourquoi avoir humilié X ou Y? Eh bien tout simplement parce qu'ils étaient différents. Parce que nous ne sommes pas prêts à sortir du lot, à faire face au regard des gens, à faire face à l'homophobie, la lesbophobie, le racisme, et j'en passe, des stupidités qui font le quotidien de nos vies. Mais après tout, opposant, si vous tenez tant à votre position, alors j'ai quelques questions à vous poser. Notez bien. Si la vie rendait tant différent, alors pourquoi les autistes restent les plus susceptibles d'être harcelés? Parce qu'après tout, ils sont différents, n'est-ce pas? Pourquoi, quand d'un temps, les homosexuels dans certains pays, malgré le fait que cela n'aille pas à l'encontre des principes religieux, prenons l'Inde par exemple, qui n'a aucun motif, je dis bien aucun, parce qu'il faut savoir qu'elle n'a pas de religion d'État, mais qui a quand même adopté la loi anti-homosexuelle. Alors expliquez-moi. Par ailleurs, cette fameuse et extraordinaire société qui, selon vous, rendait les hommes tant différents, qui est d'ailleurs une idée totalement imaginaire, elle est allée jusqu'à considérer la folie. Alors écoutez bien, attention, écoutez bien, parce que personnellement quand j'ai lu ça, j'ai été choqué, j'ai perdu foi en l'humanité. Alors elle est allée jusqu'à considérer la folie toute forme de refus des normes qu'impose la société à ses membres explicitement, que ce soit sur le plan social, plan politique, éthique et ainsi de suite. Non mais vous imaginez, et on ose venir encore une fois derrière ce pupitre, devant ce public, cette audience, et clamer haut et fort que la société, notamment la vie, rendait différent. Non mais quelle ironie, quelle ironie! Donc s'il vous plaît, chère audience, j'ai une petite demande à vous faire. Ne soyez pas berné par l'argumentaire fallacieux et biaisé de nos détracteurs, pardon. Je compte bien de ce fait sur votre lucidité et votre bon sens pour en juger. Merci. Bonjour, ça va? Alhamdoulilah. Alors, chers opposants, si vous avez bien lu l'œuvre de Sherlock Holmes, eh bien, vous allez savoir Jack the Ripper a assassiné sa mère. Et Cheikh Hamza a bien dit que ce Jordan a assassiné des femmes aux USA. Alors maintenant, tous les hommes sont semblables. La nature fait les hommes semblables. Ceci est une pure vérité. Si je ne me trompe, ici tous présents dans cette salle, nous avons des mains, des pieds, une tête. Et c'est ce que je définirais comme étant la base. La nature crée une et même base. En d'autres termes, soyez différents. Poussons la réflexion et regardons ce sujet d'un autre côté. Nos pieds, nos mains et notre tête, et toute partie de notre corps, nous allons les traduire en termes architecturaux. Allons les voir comme étant poteaux, poutres et dalles. Et ceux-là sont les piliers de toute structure, la base dirais-je. Mais est-ce que le musée Guggenheim de Bilbao serait Dar li Fras Derb, ou prenons l'exemple de la Koutoubia et la Khiralda, de structures grandioses et qui se ressemblent tellement c'est-à-dire qu'on les nomme sœurs. Ils ont été construites par le même constructeur et à la même époque. Les scènes d'esprit n'oseraient dire qu'elles sont semblables et guère différentes. Je suis la Koutoubia et vous êtes la Khiralda. Nous sommes le fabuleux musée de Guggenheim et vous êtes Dar li Fras Derb. Bon, passons. Arrêtez-moi si je me trompe. Nous humains avons tous parcouru la même trajectoire. Nous sommes nés dans le ventre d'une femme et nous y sommes sortis en pleurnichant. Nous sommes tous passés par les mêmes et différents stades,
bébé, zipoun, broche et puis ado. Alors, et nous programmons de devenir adultes si Dieu le veut. À notre sortie, nous nous ressemblions tellement que beaucoup de parents ont dû échanger leurs enfants à leur naissance. Heureusement que le temps est révolu et qu'on commence à mettre des badges pour qu'ils ne se perdent pas. Ah oui. Mais une fois grand, les traits de visage s'imposent et les empreintes digitales apparaissent. Et Dieu merci, car si nous nous ressemblions, on ne distinguerait plus M. Leslie de Mademoiselle Jouet. Non seulement l'apparence physique joue un rôle pour faire de nous des êtres différents, mais le moment où nous sommes nés, où le lieu où nous vivons influencera socialement nos comportements et notre façon d'agir et de réagir. Notre façon d'agir et de réagir et forgera des personnalités différentes. Bon, si on prend deux êtres humains, un certain Jean-François, parisien, qui se réveille chaque matin, prend une douche, prend son petit déjeuner composé de jus d'orange, une crêpe, une omelette, quoi d'autre? Jus d'orange, un petit pain, une crêpe et une omelette, et qui va à l'école à bord d'une Rolls-Royce. Et comparons-le avec moi, modeste que je suis, me réveille et prends mon petit déjeuner avant même d'avoir lavé mon visage. Et un petit déjeuner composé de, comment dirais-je, khobz-zuita. Donc oui, nous deux avons des pieds et des mains. Mais pour me dire que nous sommes semblables, c'est comme croire que deux droites parallèles se coupent en un point. Hierarchy School Market, vous fermez dans une seconde. Veuillez vous diriger vers la caisse, merci. Comme vous l'aurez compris, le débat touche à sa fin. Et tout au long de ce débat, nous avons défendu une position favorable. Chacun de mes coéquipiers ont présenté des arguments, citant quelques-uns d'entre eux. Ma camarade ici présente a dit que c'est la vie qui donne du sens à l'existence et que c'est elle qui inculque à l'homme toutes ses qualités et ses façons de faire. On a aussi montré que l'homme n'est juste que le produit de la société. Enfin, qu'on soit américain, français, mghribi, espagnol, deutsch, la nature nous a tous fait semblables et la vie nous a rendus différents. Merci. Donc, tout d'abord, j'aimerais commencer par vous corriger une petite chose. Jordan Brown a tué sa belle-mère. Et oui, une vache et une vache, un chat et un chat. Nous avons une main, 5 doigts. D'ailleurs, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais évitez le terre à terre, car si le débat reposait sur ça, il n'existerait même pas. Et d'ailleurs, les mathématiques ne m'ont pas aidé à comprendre ce que tu viens de dire. Et d'après l'avatar, si tu veux être sage, j'apprends à interroger, raisonnablement, à écouter avec attention, à répondre sereinement et à te taire quand tu n'as rien à dire. Bon. Jim Rohn dit « Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. » Fin de citation. L'homme est produit de son milieu. Voilà ce qui est indiscutablement démontré par plusieurs philosophes et anthropologues. Car l'homme est fortement atteint par sa culture et son environnement humain. Ainsi, notre culture et notre entourage déterminent nos attitudes, nos valeurs, nos affaires, etc. Ralph Linton, lui aussi, nous introduisit le concept de la culture par ses paroles dans l'un de ses livres, je cite « Entre l'environnement naturel et l'individu s'interpose toujours un environnement humain, qui est infiniment plus significatif. Cet environnement humain consiste en un groupe organisé d'individus, c'est-à-dire une société, et en une façon particulière de vivre, qui est caractéristique de ce groupe et qui détermine la formation de la plupart de ces modèles de conduite et même de ses réponses affectives les plus profondes.
Ainsi, la culture est un facteur constant dans le développement de l'ensemble des hommes constituant un environnement humain. Donc, la vie ne nous rend pas différents, mais plutôt elle nous transforme en un ensemble d'hommes avec la même culture, donc plein de points en commun. Par ailleurs, savez-vous ce qu'est un hipster? Probablement oui, si vous traînez vos guêtres dans certaines parties d'Internet. Un hipster est un jeune urbain qui affiche un style vestimentaire et des goûts empreints de second degré, à contre-courant de la culture de masse. En gros, c'est un individu qui tente en permanence de se démarquer culturellement, vestimentairement, tout ça dans le but d'appartenir à une sorte d'avant-garde personnelle censée lui permettre d'être unique. Mais le paradoxe de ce terme est que ce dernier devient, par cette envie et ce désir de se démarquer, le sosie de ses semblables. Et d'ailleurs, la question qui nous taraudait l'esprit à mes camarades et moi était de savoir ce que nous avions tous en commun. De quelle couleur la vie nous peignait tous? En quoi elle nous rendait tous semblables et comment y parvenait-elle? Eh bien, en poussant ma réflexion jusqu'à ce qu'une migraine ait menacé de me pourrir la journée, je suis arrivée à une seule conclusion, un élément qui constitue la raison même de vivre, le bonheur. Le bonheur n'est-il pas la fin suprême de chaque existence? N'est-il pas le but ultime de chaque homme? Oui, la recherche du bonheur, quels que soient les moyens employés pour le conquérir. Ce même bonheur pouvant créer un champ magnétique capable d'attirer tout homme et pouvant se résumer même dans un concept de béatitude, de joie, de paix ou d'euphorie. Qu'est-ce que la vie si ce n'est qu'un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter? Oui, la vie nous réduit tous à des coureurs infatigables. Côté nature, on est différent. Je m'appelle Doha et génétiquement, j'ai des cheveux châtains, des yeux couleur noisette. La nature m'a donné un physique propre à moi, un intellect propre à moi et des penchants propres à moi. Nice to meet you guys. Je suis conçue par rapport à un autre différemment et ce qui m'unit à lui, eh bien, que la culture nous met dans un même sac, nous impose les mêmes coutumes, rites et accoutrements et permet de nous identifier à chacun. Oui, et consciemment, inconsciemment, ou le monde suit la même tendance du moment, s'attache au même concept, suit les mêmes principes, veut atteindre les mêmes objectifs et forme une seule et même génération. Le comportement humain est en partie dicté à la naissance. Si tel enfant est sage, peut-être peureux, ou bien va se cacher dans le jardin et torture les petits insectes. S'il est violent et insolent, c'est que tout s'est joué, alors qu'il est en position fœtale dans le ventre de sa mère. Oui, chacun construit sa personnalité. Oui, j'ai un tempérament intenable, mais je m'arrête dans une même station qui est la vie. Et alors là, je vois les gens d'une même lentille. Je partage le même labeur, fardeau, qui est la réussite, le bonheur et la fierté de mes parents. Un homme, en vrai, c'est quoi? Un être unique, né dans un milieu donné, dans une situation donnée. Il sort de chez lui et boum, le regard de la vie, de la société qui le guette au pas de sa porte, elle lui impose une seule route. Et s'il s'écarte, il a alors voix à lui-même et risque de se perdre. Et voilà alors, tous les hommes se retrouvant sur la même route, craignant la différence comme la peste et s'inclinant à la conformité. La nature est-elle cruelle, inhumaine, de nous avoir fait différents d'un point de vue individuel? De notre différence, envoie autrui une haine inconditionnelle. La vie, quant à elle, certes, ne manque pas en crédulité, mais grâce à l'homme qui gagne en maturité, face au progrès de la science et à l'évolution de la société, rend les gens semblables et les traite en toute équité et égalité. Je reviens à toi, cher Confucius, et je me permets de corriger une parole que je l'espère restera gravée. La nature fait les hommes différents, la vie les rend semblables, et merci d'avoir écouté.